ou des questions, je pense qu'on peut démarrer. Donc après la partie sur l'extraction de données en utilisant la technologie XPath, nous allons voir un petit peu une autre façon ou un autre moyen d'extraire des informations d'une base de données XML en utilisant cette fois-ci le XQuery. Pour rappel, on avait dit la dernière fois que pour pouvoir extraire des informations d'une base de données XML, vous devez avoir à votre disposition une instance, c'est-à-dire le contenu, les données que vous devez ou que vous voulez interroger. Mais en général, on avait dit que pour faire une interrogation correcte, vous vous référez beaucoup plus au schéma qui décrit les données de cette instance qu'à l'instance elle-même. Autrement dit, pour pouvoir poser la requête de manière correcte, j'ai besoin de savoir comment est-ce que les informations sont structurées. Si vous vous rappelez très bien, avec XPath, on avait vu qu'on voyait le document comme étant un arbre et sur lequel on pouvait se déplacer de nœud à nœud. Un nœud, par exemple, pour se déplacer d'un nœud à un autre, ça pouvait être un déplacement vers des fils, vers des parents, vers des frères, etc., etc. Et que donc, toutes ces choses-là nous sont données ou sont décrites à l'intérieur du schéma de votre document XML, donc le XML schéma ou la DTD. Donc, ce sont les XML schémas ou la DTD qui vous permettent de pouvoir comprendre un petit peu ou en tout cas de pouvoir poser correctement votre requête. Maintenant, l'information que vous recherchez, par contre, se trouve dans un autre fichier qui est le fichier .xml, c'est-à-dire l'instance qui a été validée par le schéma qui vous a permis de pouvoir poser votre requête. Donc, XQuery, tout comme XPath, est un langage qui permet simplement de pouvoir extraire des informations d'une base de données XML. Alors, une requête en XQuery est relativement, moi j'ai l'habitude de dire, il est relativement plus facile à écrire. Vous allez vous en rendre compte quand on va donner l'expression flower. Est relativement plus simple à écrire en général parce que déjà, en général, ce qui permet de vous positionner sur le nœud est déjà un fragment, c'est-à-dire une partie d'une requête XPath. Par exemple, ici, par exemple là, ce que vous voyez ici, document, là par exemple, / auteur, on n'a pas encore corrigé le truc, mais ça descendant 2.2. Auteur, c'est l'équivalent. Descendant 2.2. Auteur est équivalent à / auteur. Alors, une requête donc qui permet très simplement, par exemple, de renvoyer tous les nœuds auteurs de votre document peut être écrite de cette façon-là. Donc là, vous voyez un petit peu. Donc, aucune mise en forme, par contre, n'étant pratiquée, le nœud renvoyé, par exemple, ici, auteur, le son ou les sons avec leur contenu tel qu'il s'exprime dans le document. Donc ici, c'est simplement pour vous dire que le résultat de votre requête XQuery est en général un nœud. Quand je dis un nœud, c'est un fragment de document. Par exemple, si je donne un exemple ici, par exemple, là, un nœud, voici un nœud étudiant. Donc un nœud ici pour moi, c'est étudiant avec son identifiant, son nom, son prénom, etc. Et ça se ferme ici. Donc, quand je pose une requête en XQuery pour dire je veux extraire les nœuds étudiants, alors je mets comme ça, par exemple, je mets for $a, par exemple, bon, je donne juste un exemple, in / ma base / étudiant, voilà, et je mets return, on va voir après, return $A. Voilà, return $A. Et normalement, quand je le fais, vous voyez ici le résultat, il est là. Vous avez ici un nœud étudiant, c'est le premier, un autre nœud étudiant, le deuxième, un autre nœud étudiant, le troisième, etc. jusqu'à la fin. Donc, il vous retourne, comme on a dit dans le document ici, vous avez aucune mise en forme, voilà, il n'y a pas de mise en forme, mais les nœuds sont renvoyés. Les nœuds renvoyés le sont avec leurs balises et leur contenu tel qu'ils s'expriment dans votre document. Alors, avec XPath, donc, je l'ai dit tantôt, on utilise le plus souvent l'expression flow. Donc, flow pour for, let, where, by et return. Ça vous rappelle un petit peu l'expression ou en tout cas la clause select de votre de SQL, select from where. Ici, donc, le flow, le F pour for,
le L pour let, le W pour where, le O pour OD et le R pour return, donc vous permet de pouvoir poser correctement une requête XQuery. Alors, le for vous permet de faire une itération sur une liste de fragments, parce que vous avez vu par exemple tantôt ici, quand j'ai mis for $a in ma base slash étudiant return $a, en réalité, le for m'a permis, avec la variable $a, de pouvoir stocker de manière continue, ou en tout cas de manière régulière, les différents nœuds étudiants de ma base. C'est ce qu'on a dit ici. Là, par exemple, un for associe à chaque variable, par exemple, si vous avez for $variable, une expression de recherche, alors $variable va contenir de manière successive le résultat de expression de recherche. Autrement dit, dans $variable, vous aurez successivement toutes les valeurs d'expression de recherche. Donc, on va stocker dans $variable de manière successive les valeurs d'expression de recherche. Maintenant, à chaque fois qu'on stocke dans $variable les résultats d'expression de recherche, on a la possibilité de pouvoir travailler la variable $variable en sachant que $variable représente le nœud qui a été extrait. Ici, par exemple, le nœud concerné, par exemple, ici, pour moi, le premier, c'est le nœud étudiant. Ici, c'est mon premier $variable. En réalité, pour accéder au nom de ce nœud-là, je mets ici, par exemple, je peux dire, par exemple, je retourne le $a slash nom, parce que $a représente le nœud étudiant. Or, le nœud étudiant, il a nom, prénom et téléphone. Donc, pour pouvoir accéder au nom, je n'utilise plus étudiant, le mot étudiant, mais j'utilise la variable $a. Donc, $a slash nom, vous allez voir ici que le résultat va changer. Vous n'aurez plus des nœuds étudiants, mais vous allez avoir des nœuds noms. Vous voyez ici. Vous avez le nom Diop, le nom Faye et le nom Ndiaye, qui sont les noms qui sont contenus au niveau de votre instance, de votre document XML. Donc, pour vous dire simplement que dans $variable, vous stockerez de manière successive le résultat de expression de recherche. Par exemple, ici, quand on met for $t in document, biblio.xml // livre, là, on est en train de dire, avec le for, qu'on va stocker de manière successive les nœuds livres à l'intérieur de la variable $t. Donc, $t va contenir de manière successive les expressions, ou en tout cas les nœuds livres de votre instance biblio.xml. Et donc, comme j'ai dit tantôt, vous avez la possibilité maintenant, une fois que les informations sont stockées au niveau de la variable $t, de pouvoir les traiter en sachant que livre est désormais remplacé par la variable $t. Donc, en résumé, l'expression for associe à chaque $variable une valeur trouvée dans expression. Donc, de manière successive, toutes les valeurs qui sont trouvées dans expression, ici expression étant par exemple pour moi ici le nœud livre, sera stocké de manière successive, n'est-ce pas, à l'intérieur de la variable $t. Donc, voilà le rôle du for. Donc, le for, c'est en réalité comme le for que vous avez connu dans la programmation classique. Elle vous permet simplement, votre boucle for, vous permet simplement de pouvoir faire des itérations et de passer d'un nœud à un autre lorsque vous interrogez votre instance de document XML. Alors, excusez-moi, le let maintenant, il permet simplement de faire une assignation. C'est ce que vous appelez en réalité une affectation lorsque vous faites de la programmation classique. Donc, le let permet de pouvoir assigner une valeur à une variable. J'ai déclaré une variable $t. Je veux que la variable $t là puisse contenir une valeur. Alors, je mets let la variable une valeur. Exemple ici, exemple, je mets ici for $a in document / ma base. Si je dis let, par exemple, $b égale, l'autre $b égale $a, par exemple, / prénom, je fais comme ça. Ensuite, je dis maintenant return, je ne vais pas retourner $a / nom, mais cette fois-ci, je retourne $b. Quand je fais comme ça, en réalité, je suis en train de vouloir retourner, par exemple, ici, le $a va contenir tous les nœuds étudiants de manière successive. Et à chaque fois que je récupère un étudiant dans $a,
je récupère son prénom et je le mets au niveau de $B que je retourne dans le résultat de la requête. Donc, du coup, j'aurai, dans l'affichage ici, j'aurai plutôt des $B et les $B, ce n'est rien d'autre que des $A/prénom, cela veut dire des prénoms simplement. Donc, quand j'exécute, vous voyez ici, vous avez Moussa, vous avez Aïcha, vous avez Fatou. Donc, voilà un petit peu à quoi sert l'expression let. Donc, elle vous permet de pouvoir assigner une valeur à une variable. Donc, une requête qui permet, par exemple, ici, un exemple, une requête qui permet, par exemple, d'affecter la variable $B successivement avec le contenu des nœuds livres du contenu d'un document, par exemple, biblio.xml, et d'affecter à $A l'ensemble des nœuds auteurs contenus dans chaque itération de $B. C'est à peu près l'exemple que je viens de donner. Vous avez ici, par exemple, for $B in document. Bon, en général, hein, par exemple, là, lorsque je suis en train de, lorsque je fais les travaux pratiques, c'est-à-dire lorsque je fais des exemples pratiques avec Oxygène, vous voyez, je n'utilise pas le in document / biblio. En général, ça c'est lorsqu'on ne se positionne pas, pour certains éditeurs, mais de plus en plus, les éditeurs que vous utilisez, vous ne faites pas ça. Mais bon, en tout cas, de manière générale, il faut adopter cette écriture-là. Mais lorsque vous faites de la pratique sur un logiciel, vous pouvez vous en penser, par exemple, vous pouvez vous en passer. Par exemple, c'est ce qu'on était en train de faire avec le Oxygène. Ici, par exemple, for $B in document, biblio.xml / livre, je suis en train de dire ici que je veux récupérer un à un les nœuds livres de mon document biblio.xml que je veux stocker de manière successive à l'intérieur d'une variable qui s'appelle $B. Et que $A va être utilisé comme variable tampon, entre guillemets, pour stocker les nœuds auteurs qui sont à l'intérieur de $B, donc qui sont à l'intérieur des livres. Donc, pour que cette requête-là fonctionne, il faut impérativement qu'à l'intérieur de biblio.xml, que j'ai des nœuds livres, mais non seulement que j'ai des nœuds livres qui sont représentés dans ma requête par $B, mais que $B, qui est le nœud livre, contient un nœud auteur. Donc, s'il n'y a pas un nœud auteur fils de $B qui est en réalité livre, donc s'il n'y a pas de nœud auteur fils de livre, alors cette affectation ne pourra pas fonctionner. Parce qu'il faut que celui-là soit un élément qui est un fils de l'élément B. Or, l'élément B représente livre, donc $auteur doit être forcément un sous-élément de l'élément livre. Si vous regardez le document sur lequel je m'appuie pour poser mes requêtes, effectivement, vous avez ici $livre qui a en son sein un nœud auteur. Donc, s'il n'y avait pas auteur parmi les éléments fils de l'élément, parmi les éléments fils de livre, alors la requête que j'ai écrite ici ne serait pas acceptée. Donc, il faut retenir que lorsque vous faites, par exemple, cette forme d'écriture-là, alors le synonyme entre guillemets de votre nœud livre, c'est le nom de la variable que vous avez utilisée ici. Et que si vous voulez accéder au sous-élément du nœud livre, vous allez passer par $B, mais en respectant ce qui a été dit au niveau de votre schéma, encore une fois. Vous voyez, le schéma revient. En respectant ce qui a été mis à l'intérieur de votre schéma. Parce que si au niveau de votre schéma, vous aviez dit que le nœud livre est un nœud qui contient des nœuds auteurs, là, cette écriture-là allait marcher, mais lorsque vous ne le faites pas, alors cette écriture ne pourrait pas marcher. Dans tous les cas, l'instance ne l'accepterait pas. Et ici, donc, on retourne, par exemple, livre, NB, auteur, etc. Bon, ça, c'est une forme d'écriture, hein, c'est-à-dire on est en train, là, de pouvoir agencer nous-mêmes ce que nous retournons. Par exemple, ici, on retourne un nouveau nœud livre avec un attribut NB auteur, n'est-ce pas, dans lequel nous allons compter le nombre total de livres et afficher de manière successive les valeurs de $A qui sont les auteurs. Donc, on va retourner pour chaque livre le nombre d'auteurs qu'il contient ainsi que, n'est-ce pas, les noms des auteurs. Donc, c'est nous qui avons créé ça. C'est lorsqu'on retourne, c'est nous qui l'avons créé. Sinon, ça n'existait pas. Donc, on a la possibilité de mettre en forme ce que nous retournons. Bon, je ne sais pas si ça va marcher. Par exemple, ici, voilà. Je peux dire ici, par exemple, si je dis return, bon, par exemple, je fais juste comme ça, N. À quoi ça va ressembler?
Voilà. N. Lui, pour le, voilà. Si je fais comme ça, vous voyez ici, il les change. Hein, il change le format, en fait. Vous voyez, le N ici, que vous voyez. Maintenant, moi, je peux dire, en principe, si je dis, voilà, $B, donc là, il retourne le nœud tel qu'il est. Maintenant, si je fais, non, cette fois-ci, bon, c'est ça, oui, je vais faire ça pour voir. Je pas cette écriture. Allô, monsieur? Oui. Vous avez oublié, en fait, les crochets. Non, pas les crochets, les... Comment on appelle? Revenez sur votre document. Ouais. Au niveau du $B, là, il y a un truc à mettre, en fait. Oui, je sais. Je pense que je comprends ce que tu veux dire. C'est ça, quoi. Voilà, ça, exactement. C'est ça, là. Voilà. Mais est-ce que l'oxygène, il accepte? Bon, je ne sais pas. Bon, déjà, première chose, c'est le sortir. Non, ça ne sort pas de là-bas. Bon, après, je vais regarder comment sortir ça. Déjà, la combinaison de touches, il faut que je regarde. Mais c'était juste pour vous dire ici que j'ai la possibilité, en tout cas, de mettre en forme le résultat de mon truc. Parce que là, vous voyez ici, vous voyez, c'est ça que vous avez. Mais vous pouvez retourner le résultat de la requête de sorte que, en tout cas, c'est vous-même qui présentez les données, les informations comme vous le voulez sous forme d'un document XML. On va y revenir dans les pratiques. Alors, donc, on a vu le for, son intérêt. Dans l'expression flower, on a vu le for, le let. Maintenant, le where. Bon, le where, c'est encore plus simple. Il vous permet simplement, n'est-ce pas, de pouvoir définir une condition de sélection. C'est-à-dire, le where vous permet de dire quelles sont les conditions que le nœud à retourner devrait vérifier pour faire partie de votre résultat de sélection. C'est uniquement ça. C'est comme le where de votre SQL. Lorsque vous mettez select étoile from étudiant, c'est tous les étudiants de votre base de données qui seront affichés. Par contre, quand vous mettez select étoile from étudiant where classe égale à master 1 informatique, en ce moment-là, c'est uniquement les étudiants qui ont pour classe master 1 informatique qui vont être affichés. Ici, c'est exactement la même chose. Lorsque je veux afficher uniquement un certain nombre parmi les nœuds à afficher, lorsque je veux afficher un nœud qui vérifie une condition X définie, alors là, j'utilise l'expression where. Donc, une requête, par exemple, qui permet d'extraire les titres des livres dont le premier nœud fils-auteur contient comme valeur le nom Massou. Bon, avant ça, si vous voulez, on peut faire, par exemple, ici, for $A in ma base, let $B égale à ça. Voilà, si vous voyez ici. Voilà, for $A, etc. Donc, je mets ici. Voilà. Je mets where. Par exemple, je veux afficher l'étudiant qui a pour identifiant un identifiant que je vais trouver dans la base. Par exemple, je vais chercher un étudiant. Par exemple, l'étudiant là, Moussa Ndiaye. Alors, lui, son identifiant, c'est PK 80. Bon, j'ai la chance d'avoir très peu d'informations, donc c'est juste en guise d'exemple. Mais imaginez si c'est des centaines de milliers, il faut juste avoir l'identifiant de l'étudiant pour aller rechercher les informations complémentaires. Alors, je veux accéder à l'identifiant de l'étudiant. Ce qui représente pour moi étudiant ici, c'est $A. Donc, pour accéder à l'identifiant, je dis where $A slash, vous voyez, arrobase identifiant. Puisque c'est un attribut, il faut ajouter arrobase. C'est ce qui le différencie des éléments. On ne met pas d'arrobase. Donc, where $A slash arrobase identifiant égale P80. Voilà. Return $B, par exemple. Je dis ici, pour l'ensemble des nœuds étudiants, affectez à $B leur prénom, c'est ce que je vais afficher, et n'affichez que le prénom des étudiants ou de l'étudiant qui a pour identifiant P80. On est d'accord? Maintenant, si je clique, alors, pourquoi? Bon,
Peut-être que on va faire ça. Oui. Voilà, c'était ça, c'était les guillemets. Vous voyez ici, il y a un seul étudiant qui est renvoyé, c'est l'étudiant Moussa. Donc, c'est l'étudiant qui a pour prénom Moussa, qui a un identifiant P80. Donc, si vous regardez, si on regarde ensemble notre document, on va commencer en haut. Le premier étudiant, il est là. Son identifiant, c'est P40. Il s'appelle Fatou Diop. Il n'a pas été affiché. Le deuxième étudiant, pour nous, le deuxième étudiant, il est là. Son identifiant, c'est P50. Il s'appelle Aïcha Faye. Il n'a pas été affiché. Et le troisième et dernier étudiant, son identifiant, c'est P80. Il s'appelle Moussa Ndiaye et son prénom a été affiché. Vous voyez. On pouvait, par exemple, faire autre chose. Hein? Voilà, afficher comment ça s'appelle par exemple, tout autre type d'information qu'on souhaiterait afficher à partir de notre résultat, de notre requête. Donc, ici, l'expression ou bien la clause where vous permet de filtrer les informations à afficher. Parmi donc l'ensemble des étudiants que j'ai trouvé, ne prendre que l'étudiant dont l'identifiant est égal à P80. Oui. Monsieur? Oui. Est-ce qu'on peut afficher son nom, voir comment ça marche en fait? Parce que est-ce qu'on peut afficher le nom de l'étudiant là? Oui, on peut l'afficher. On peut l'afficher. Mais puisque je ne l'ai pas récupéré pour le moment dans une variable, le nom, je suis obligé de donner le chemin absolu qui mène vers le nom. C'est ce que je dis. On va déclarer une variable, on va... Ok, tu veux déclarer une variable. Bon, donc en ce moment, je mets ici let $ par exemple, C égale, toujours, parce que le nœud qui représente les étudiants, c'est $A. Donc, je mets égal $A. Tu as demandé le nom, hein? $A / nom, on est d'accord? Oui, le nom. Voilà, maintenant, je mets return $C comme ça. Et donc, on ne peut pas retourner plus d'une valeur à la fois. Si, normalement, c'est possible. On peut retourner 2 valeurs à la fois. C'est ce que je veux voir, en fait. Ah, d'accord. Je viens de comprendre ta préoccupation. Alors, je suis en train de... Comment est-ce que je trouve cette combinaison? Sinon, je reviens ici, c'est plus simple. Parce que, en fait, je ne trouve pas, ça m'a échappé, je ne trouve pas la combinaison de touches qui me permet d'avoir les accolades. Là, voilà, c'est ce que je veux. Voilà ici. Voilà. Je vais le mettre là. Voilà. Là, je pense que je l'ai. Très bien. Normalement, maintenant, si j'ai ça, je mets ici, par exemple, $A. Non, je vais afficher $B, virgule, $C. En principe, ça, c'est accepté. Il m'a dit unexpected. Pourquoi? Bon, je ne sais pas. Mais c'est possible. En XPath, vous ne pouvez pas le faire, mais en XQuery, c'est possible. Il dit que l'accolade n'est pas nécessaire. Hein? Je vais afficher $B, virgule, $C. Est-ce que là, il accepte? On va exécuter. Non, on va... Pourquoi? C'est unexpected. Pourquoi? Oups. $. Bon, moi je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Ah, voilà. J'avais utilisé le mauvais truc. Voilà. Donc, c'est les crochets un peu arrondis là, avec l'angle droit. Voilà. C'est pas les accolades là avec oxygène. Donc, vous voyez, hein, j'ai retourné le dollar B et le dollar C. Donc, j'ai retourné le nom et le prénom de l'étudiant. C'est bon? Oui, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? C'est formidable. Alors, donc le for, le let, le where, voilà. Le for, le for, le where et le let. Donc maintenant, pour terminer, je pense le order by et le return. Parce que par exemple, ici, on a dit, cette requête-là, elle vous permet, par exemple celle-là, elle vous permet de récupérer l'ensemble des livres de votre document biblio.xml, de les stocker dans la variable $A, et maintenant, de vérifier, est-ce que le nom du premier auteur, le nom, parce que là, c'est une requête XPath, si vous vous rappelez, $A/auteur crochet 1, ça, on avait vu, c'est comme si vous aviez mis livre/auteur crochet 1, c'est pour dire je récupère le premier auteur du livre. Maintenant, on va vérifier ici, est-ce que le nom du premier auteur du livre, parce que $A représente le livre, est égal à Mansour. Si tel est le cas, alors on va retourner le titre de ce livre, le titre du livre. Donc, le titre du livre sera affiché si le nom du premier auteur, je remets mon pointeur, voilà, donc je disais que le titre du livre sera affiché lorsque le nom du premier auteur du livre est égal à Mansour. Donc, dès que le nom du premier auteur du livre est égal à Mansour, son titre sera affiché. Dans le cas contraire, son titre ne sera pas affiché. Alors, le order by classique permet de trier les résultats donc d'une requête. Donc, et elle vous permet de pouvoir, comme son nom l'indique, donc trier les résultats de votre requête. Par exemple, ici, une requête pour extraire les titres du livre dont le premier nom fils auteur contient la valeur du nom, contient comme valeur le nom Mansour. C'est la requête que nous avions donnée tantôt. Là, on rajoute simplement, juste avant de retourner le résultat, order by, par exemple, $A. Bon, on va regarder ici, par exemple, à quoi ça va ressembler. Alors, en ce moment-là, je vais enlever tout ça. Je vais enlever tout ça. Par exemple, je dis order by $C. Voilà. Order by $C. On dirait que j'ai supprimé quelque chose. Pourquoi? Ça, c'était correct. J'enlève ça. Et je mets order by $C, c'est ça? Voilà. Par exemple, j'ordonne par le nom. Voilà. Et là, vous voyez, normalement, c'est la personne qui a le nom le plus petit qui doit venir en premier lieu. Donc, il y a un job. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pour nom bas? Non, Faye, ensuite. Après, voilà. Ndiaye, vous voyez, hein? Donc, il a le résultat de la sélection là, c'est d'abord le job, voilà, suivi du Faye, suivi de Ndiaye. Bon, je ne sais pas maintenant si dans le document c'était exactement ce même ordre. Oui, c'était, non, si. Non, c'était le Faye d'abord. Non, oui, si, c'est job. Je vois ici Job, ensuite Job, après il y a eu Aïcha Faye, etc. Bon, je vais modifier juste le nom de celui-là. Moussa Ndiaye ne s'appelle plus Moussa Ndiaye, mais il s'appelle Moussa Ba. Je réexécute pour voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Normalement, cette fois-ci, Moussa Ba doit être affiché en premier au lieu de Fatou Job. On est d'accord. Alors, si j'exécute, voilà, vous voyez, voilà. Heureusement pour nous, Moussa Ba d'abord est affiché, ensuite Fatou est affiché, ensuite, voilà, Aïcha Faye est affiché. Donc, voilà le rôle du order by. Il vous permet simplement de pouvoir trier, en cas d'ordonner, les résultats de votre requête. Avec donc les jointures, hein. Bon, ici j'ai un exemple. Par exemple, ici, regardez très bien.
Là, c'est un exemple hein, que j'ai fait avec un autre éditeur qui s'appelle Editix, mais ça devait pouvoir marcher pour n'importe quel autre éditeur. Alors là, je considère que j'ai un schéma qui décrit mes informations, un élément base comme élément racine contenant des étudiants et des classes. Donc, on dirait que ça se rapproche de l'exemple que nous avons en cours. Et chaque étudiant est caractérisé par son nom, prénom et adresse. Il y a un élément classe. Un étudiant, il a un identifiant hein, de type... un identifiant, voilà. Un étudiant, il a un identifiant de type ID. Voilà. Et il a aussi un attribut aussi. Il a un attribut identifiant de type ID et un attribut classe de type IDREF. La classe, il a un identifiant de type ID. Voilà. Et là, on suppose certainement que l'attribut classe de type IDREF fait référence à l'attribut ident de classe. Autrement dit, un étudiant, il a un identifiant, mais aussi une classe qui fait référence aux classes existantes. Autrement dit, un étudiant ne peut pas s'inscrire dans une classe qui n'est pas instanciée dans la base. Donc, la valeur de classe dépend de la valeur de ident. Voilà. Les classes, c'est les identifiants des classes qui sont ouvertes au niveau de l'université. Alors, et comme exemple d'instance, ici, hein, on a dit ici nom et prénom des étudiants qui sont en Web 2. Ça, c'est la requête. Comme exemple d'instance, on a ici une instance où nous avons 2 étudiants et que bon, l'instance n'est pas normalement complète. Il devait y avoir des classes. Je ne sais pas si j'en ai, mais il devait y avoir une classe. Alors, l'étudiant numéro 1, il a pour identifiant 12 et il est inscrit dans la classe numéro 1. Son nom, c'est Carré, son prénom, c'est Massamba. L'étudiant numéro 2 a pour identifiant 13. Sa classe, c'est toujours dans la même classe. Ils sont tous les deux dans la même classe. Alors, et son nom, le deuxième, c'est Diallo, Ndiogu, etc. Donc, voilà l'instance. Bon, rigoureusement, on devait ajouter, comment ça s'appelle, voilà, un élément classe pour que ça soit complet. Mais bon, on ne l'a pas fait. Bon, de l'autre côté, je pense qu'on l'a. On verra comment est-ce qu'on peut l'adapter. Alors, donc, on devait ajouter donc un élément classe pour que ces classes-là puissent avoir un sens, pour qu'on sache que la classe numéro 1 s'appelle Web 2 ou la classe numéro N s'appelle, etc. Maintenant, la requête, c'est afficher les noms et prénoms des étudiants qui sont en Web 2. Regardez très bien dans le schéma, parce que j'ai dit les requêtes, quand on les pose, on regarde plutôt que le schéma et on regarde plutôt le schéma que l'instance. Alors, dans le schéma, si on me dit, parce qu'en SQL, on vous a dit, lorsqu'on vous donne une requête, la première des choses que vous faites, c'est est-ce que les informations dont j'ai besoin pour pouvoir répondre à la requête se trouvent toutes dans la même table? Si elles se trouvent toutes dans la même table, je fais un select étoile ou nom de colonne concerné, from le nom de la table, voilà. S'il y a un where, je mets, etc. Et c'est correct. Il n'y a pas de inner join ou de join, en tout cas de jointure, etc. Il n'y en a pas. Parce que toutes les informations dont vous avez besoin se trouvent dans la même table. C'est le cas, par exemple, de ce qu'on faisait ici. Par exemple, les noms et prénoms des étudiants, etc. Toutes les informations se retrouvent toutes, n'est-ce pas, dans le même nœud étudiant. Donc, on n'a pas besoin de combiner le nœud étudiant avec un autre nœud pour pouvoir répondre correctement à la requête. Mais lorsque, on vous a dit ça en SQL, lorsque les informations dont vous avez besoin doivent être issues, ou en tout cas doivent provenir de tables différentes, en ce moment-là, vous êtes obligé de faire une jointure. Et pour faire la jointure, il faut d'abord identifier quelles sont les tables qui participent à la requête pour pouvoir permettre à la personne d'obtenir le résultat escompté. C'est ça qu'on va essayer de voir. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit nom et prénom des étudiants qui sont inscrits en Web 2. Je dis le nom et le prénom des étudiants sont toutes au niveau du nœud étudiant. Nom et prénom sont dans le nœud étudiant. Mais Web 2, qui est un nom de classe, n'est pas dans le nœud étudiant. Web 2, qui est le nom de la classe, se trouve dans un autre nœud, qui est le nœud classe. Donc là, je ne peux plus me contenter du nœud étudiant pour pouvoir répondre correctement à la requête. Je suis obligé de combiner des informations issues du nœud étudiant et du nœud classe pour pouvoir répondre correctement à la requête. C'est la raison pour laquelle, par exemple, pour répondre, voici la requête en XPath. Pour répondre, je dis, par exemple, ici, for, je vais positionner ma première variable sur le nœud étudiant pour permettre de
récupérer l'ensemble des nœuds étudiants au niveau, par exemple, ici de la variable $A. Et à côté, je mets l'ensemble des nœuds, en tout cas l'ensemble des nœuds l'ensemble des nœuds classe, je les mets sur une variable $B. Ici, vous pouvez vous dire qu'en réalité, après avoir écrit ces deux lignes-là, si vous faites une comparaison avec SQL, vous avez maintenant deux tables. Vous avez une table qui s'appelle $A et une table qui s'appelle $B. Et dans la table qui s'appelle $A, vous avez comme attribut nom, prénom, adresse et éventuellement l'attribut identifiant et l'attribut classe. Donc, identifiant, nom, prénom, adresse et classe sont les attributs de la table A. Et la table B a pour attribut nom et ident. Nom et ident, ou ident et nom. Voilà. Nom et ident. Donc, la table A ces informations. Nom, prénom, adresse, identifiant et classe. Et la table B a pour attribut ident et nom. Maintenant, en vous disant aussi que la table B a fait migrer son identifiant ident dans la table A et là-bas, elle se nomme classe. Donc, c'est comme si lors de la création de la table, lorsque vous êtes arrivé au niveau de classe, au niveau de la table A, vous avez mis create table A, voilà, vous avez mis nom de type varchar, prénom de type varchar, adresse de type varchar, etc. Identifiant de type, par exemple, integer. Ensuite, vous mettez primary key identifiant, voilà, parce que c'est la clé primaire. Et ensuite, vous avez mis foreign key classe, entre parenthèses, par exemple, references, foreign key class, voilà, entre parenthèses, references, par exemple, B, entre parenthèses, l'ident de B. Donc, vous êtes en train de dire que l'attribut classe fait référence à l'attribut ident de classe. Donc, un étudiant doit être inscrit dans une classe qui existe. Donc, si vous avez une telle disposition, alors la requête devient simple. Moi, je vais vous donner le truc. Je vais vous aider puisque c'est une première. Par exemple, vous avez ici étudiant. Voilà. Avec, on a dit, je pense, identifiant. Voilà, comme clé. Ensuite, nom. Ensuite, prénom. Ensuite, adresse. Ensuite, je pense, classe. C'était ça. Ensuite, vous avez classe. Et dans classe, vous avez ident et vous avez le nom de la classe. Voilà les deux tables. Alors, l'identifiant, pour moi, représente la clé primaire de la table étudiant. Et cet ident-là représente la clé primaire de la table classe. Et la classe que vous avez ici, comme on a l'habitude de faire en base de données relationnelle, on met dièse pour dire qu'elle fait référence à ça. Bon, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est les deux portent le même nom. Mais ce n'est pas une obligation. Votre prof de base de données vous l'a dit. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même nom. Voilà. Ici, bon, dans mon cas, il ne porte pas le même nom. Il s'appelle classe. Mais je sais que classe, l'attribut classe de étudiant, n'est-ce pas, fait référence, n'est-ce pas, fait référence, n'est-ce pas, fait référence à l'attribut ident de la table classe. Voilà. En gras, je vais mettre les tables en gras. Comme ça. Alors, si on a une telle disposition, vous convenez avec moi que si on vous dit d'afficher les noms et prénoms des étudiants, les noms et prénoms des étudiants qui sont inscrits en M1 info, par exemple, je donne juste un exemple. Si c'est en base de données relationnelle,
La requête est très simple pour vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites select nom, virgule, prénom, from étudiant, ça, comme étudiant E, bon, j'abrège, hein, je fais le truc, j'utilise tout ce qui est classe C. Ensuite, vous mettez where, condition de jointure, E point, classe égale, E point classe égale C point ident. D'accord. Select nom, virgule, prénom, from étudiant, E classé, where E point classe égale à ça, and C point la classe, C point nom, égale, attention, bon, j'utilise ça, M1 info. On est d'accord, hein? Voilà le résultat. C'est ça qui va être votre requête SQL que vous allez poser lorsque vous devez répondre à cette question. Alors, vous allez voir pourquoi je vous ai mis ça, que c'est presque exactement la même chose que nous allons faire ici. Voilà, que nous allons faire ici. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Regardez. Ici, on a dit for $A in ma base. Donc, $A représente la table étudiant. For $B in class, alors $B représente la table classe. Donc, j'ai déjà fixé les deux classes. La classe 1 est dans étudiant. La classe 1 qui est A étudiant, la classe 2, B, classe. Les tables, dis-moi. La table 1, étudiant, est représentée par A. La table 2, classe, est représentée par B. Et je dis, maintenant, where. Donc ça, c'est comme si je positionnais d'abord. Ensuite, je dis, where $A slash arrobase classe. Regardez ici. Where $A, c'est la classe. $A représente étudiant du moins. Where $A arrobase classe, donc where $A arrobase classe, ou bien where E.class, c'est exactement la même chose, égale à $B arrobase ident, égale à C.ident, vous voyez, c'est exactement la même chose. Ce que vous voyez ici, c'est exactement la même chose, vous voyez. Where $A arrobase classe égale à $B arrobase ident, parce que classe et ident sont des attributs pour les nœuds étudiants et classe. C'est la raison pour laquelle on a mis ici arrobase. S'ils étaient des noms d'éléments, on allait mettre simplement $A slash clash, $B slash ident. Mais c'est parce qu'ils sont des attributs, on ajoute arrobase devant l'attribut. Donc, $A représente étudiant, donc étudiant slash class égale à class slash ident. Donc, c'est ce qu'on a fait ici dans la partie gauche, n'est-ce pas? And $B, si vous voyez, $B qui est toujours représenté par classe. Donc, pour moi, ici, c'est point nom, donc $B slash nom. Ici, vous voyez, il n'y a pas de arrobase. Parce que nom n'est pas un attribut, mais nom est un élément. C'est la raison pour laquelle on met slash nom directement. Égal à, par exemple, ici, web 2. Voilà, ici, bon, j'ai changé la classe, c'est juste la valeur qui change. Et ensuite, maintenant, je dis, affichez-moi le résultat de ma sélection. Donc, vous voyez, quand vous faites une petite comparaison, des fois, vous vous retrouvez très facilement. Maintenant, vous devez vous dire une chose, je dois faire une jointure lorsque les informations dont j'ai besoin pour répondre correctement à la requête sont issues d'un même nœud. Alors là, c'est un seul for. Je complète avec un let s'il en a besoin. Ce n'est pas une obligation. Un where s'il y a besoin. Ensuite, return ou ODBY bien avant pour ordonner. Et à la fin, je retourne. Maintenant, lorsque les informations dont j'ai besoin pour pouvoir répondre correctement à la requête se trouvent dans différentes tables, c'est-à-dire ne sont plus regroupées au sein d'une même table, en ce moment-là, je suis obligé de faire une jointure. Or, pour faire la jointure, je vais positionner sur chaque nœud une variable donnée, et une fois que la variable est positionnée sur le nœud, maintenant, je regarde qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir joindre les deux nœuds
afin d'obtenir le résultat que je recherche. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela? Bon, je pense qu'on peut faire même un exemple ici. Alors là, je dis for dollar B, je fais un autre. For dollar B in ma base slash class. On est d'accord, je pense que j'ai classe, oui. Je vais essayer de voir. Est-ce que j'ai ici mon... Alors, pour réussir, il faut qu'on change notre DTD en ajoutant un attribut classe à l'intérieur de l'élément classe. On est d'accord, hein? On va changer la DTD test 1.dtd. C'est ce qu'on va changer. On va d'abord ajouter là-bas. Test 1.dtd, il est là. Alors, où est atList class. On va ajouter, je vais juste ajouter ici vers la fin. J'ajoute un attribut atList class, je l'appelle ident, voilà, de type ID, voilà, dièse recurrent. D'accord, ça c'est la première chose. On dirait que ça existe déjà. La déclaration de balise return atList class identifiant de type ID dièse recurrent. C'est quoi son problème? What is the problem, you guys? Ok, c'est juste ça. Voilà, c'était juste ça. Alors, donc, j'ai fait ça. Maintenant, il faut que je déclare à l'intérieur des étudiants aussi un attribut qui fait référence à ident. Donc, je vais déclarer à l'intérieur des étudiants. Je pense que, bon, on avait déjà étudiant. atList étudiant, oui, il est là. atList étudiant identifiant. C'est DTD recurrent. Je vais ajouter, bon, classe, comme on a là-bas classe, bon, ou bien ID class seulement. IDCL, de type IDREF, et dièse recurrent. Voilà. D'accord. Donc, j'ai ajouté un IDCL à l'intérieur de étudiants et j'ai ajouté aussi un identifiant à l'intérieur de classe. D'accord. Maintenant, je reviens sur l'instance. Voilà, et elle n'est plus valable en principe, voilà, il me génère des erreurs, c'est normal. Alors, chaque étudiant a une classe. Alors, je vais d'abord instancier les classes. La première classe, il a un. J'ai dit, les classes, ils ont un identifiant, ident. Ident égale à, par exemple, C1. Là, ça, c'est la classe 1. Ident, C2. Une autre classe, elle est là. Ident, C3. J'en ai plusieurs là. Ident, C4. Et enfin, ident, C5, c'est ça. C5, voilà. Voici toutes les classes. Alors, il reste donc à instancier pour chaque étudiant son IDCL, là où il est inscrit. La classe, bon, je vais inscrire tous les étudiants dans une même classe, ID class. Bon, sinon, les deux premières, je vais les inscrire dans C1. Et le dernier, je vais l'inscrire dans la classe numéro 2. Donc, celui-là, il est déjà inscrit dans une classe. L'étudiant numéro 2, il est là. Alors, je vais mettre dans aussi C1. Et le dernier étudiant, celui-là, je vais le mettre dans C2. Les deux premiers sont dans la classe C1 et le truc, donc normalement, si je valide, voilà, le document, il est bien valide. Alors, donc maintenant, j'ai dit for $A in ma base slash étudiant for $B, etc. Et je mets where excusez-moi, where $A. Where $A slash. $A représente les étudiants. Hein? Je veux savoir les étudiants qui sont inscrits, par exemple, dans une classe qui a pour nom
master informatique, c'est cette classe-là. Ou bien IDC L1, IDC C1, c'est quelle classe? Attendez, bon, il ne faut pas qu'il y ait de l'incohérence. C1, j'ai dit que l'étudiant numéro 1 là, il est dans C1, l'étudiant numéro 2, il est dans C1. Maintenant, quelle est la classe qui a pour nom C1? C'est master informatique. Vous voyez ici, hein? C'est master informatique qui a pour classe, qui a pour nom ce nom-là. Alors, donc, where $A, arrobase. Arrobase, $A, c'est les étudiants. Hein? Puisque c'est les étudiants, donc je mets arrobase IDCL. Arrobase IDCL égale $B. Arrobase. Si ça s'appelle, dans la classe, l'identifiant s'appelle ident. C'est ça? C'est ça. Donc, voici la condition de jointure. And, le nom de la classe N, la classe est $B, donc je mets $B slash. Le nom de la classe, c'est $B slash nom, ici, égale. Quels sont les étudiants qui sont inscrits en master informatique? Oui. Bon. Il faut ici que je change, hein, parce que j'ai comme l'impression que j'ai mis master informatique un peu partout. Donc, je vais changer quelques valeurs. Mais bon, en attendant, je vais prendre ça. Voilà. Maintenant, je vais changer. Bon, je vais juste saboter l'écriture dans les autres. Voilà, je vais saboter l'écriture de la classe. Voilà, je vais juste saboter pour que les valeurs ne soient pas les mêmes. Je veux juste avoir une seule classe qui a pour nom ça. Voilà. Alors, where, donc, j'ai dit for $A in for $B in class, where $A slash arrobas ID class égale $B arrobas ID and $B, etc. égale à ça. Et je dis return maintenant. Je retourne quoi? La liste des étudiants, c'est ça, le nom des étudiants. Bon, on va retourner le nom des étudiants. Les étudiants, ils sont représentés par $A. Je fais $A slash, par exemple, slash nom, comme ça. Là, normalement, il va me retourner les noms des étudiants qui sont inscrits dans la classe Master 1 informatique. Voilà, parfait. Il dit ici que c'est Job et Faye. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Job est inscrit dans une classe qui s'appelle Master 1 informatique? Je vois ici Job Fatou. Hein? Job est inscrite Fatou dans C1. Et C1, quelle est la classe qui a pour identifiant C1? On va regarder. La classe qui a pour identifiant C1, c'est celle-là, c'est une seule. Et cette classe, son nom, c'est Master Informatique. Vous voyez? Voilà, Master Informatique. Etc., etc. Si on avait changé, par exemple, si on voulait savoir les étudiants qui sont inscrits dans cette classe-là, j'ai saboté l'écriture, je l'ai appelé Master, etc. Là, si on exécute, on doit avoir que, parce que dans ces deux, il y a un étudiant qui est inscrit, je pense que c'est le troisième, c'est le bas. Vous voyez, le bas, il est inscrit dans ces deux. Il est où, bas? Bas, il est là, vous voyez, l'étudiant bas. Si on regarde sa classe, cette ligne-là, vous voyez, IDCL égale à CD, vous voyez. C'est le nom de la classe, etc. Si je mets une classe qui n'existe pas, il va me envoyer 0, parce que voilà, il n'y a pas un étudiant qui est inscrit dans une classe qui a pour nom licence. Ouais. Votre requête a renvoyé une séquence de trucs nuls, en fait. Voilà. Ici, il n'a rien renvoyé, mais par contre, dès que vous remettez ce qu'on avait mis, voilà, master, par exemple, informatique, comme celui-là, automatiquement, vous avez la liste des étudiants qui sont inscrits dans cette classe. Donc, voilà un exemple de requête avec jointure. Alors, pour terminer donc, ce chapitre avec les expressions conditionnelles, parce que vous pouvez l'utiliser. Hein.
même si voilà, si c'est des fois extrêmement rare. C'est if and else, que vous connaissez, pour ceux qui ont fait Pascal. Donc, if pour tester une condition, then pour opération en cas de réponse positive au test, et le else dans le cas où l'opération en cas de réponse négative, etc. Donc, if une condition, alors faites-moi telle chose dans le cas contraire, etc. Alors, un exemple de requête, c'est celle-là, une requête qui va tester pour chaque élément libre de biblio.xml si la valeur de son attribut année est supérieure à 2000 et renvoyer la valeur récente, sinon, hein, excusez-moi. Alors, par exemple, là, pour le faire, vous faites for $b in document / livre, voilà, return si $b / année supérieure à 2000 récent, else, retourner ancien. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est une expression très simple qu'on peut utiliser des fois pour faire un certain nombre de tests. Donc, if, retournez-moi récent, si la valeur de arrobase année là, de $b est supérieure à 2000, et dans le cas contraire, tu me retourneras ancien. Cela veut dire que lorsque $année sera inférieur ou égal à 2000, alors c'est le else qui sera exécuté, et par conséquent, ancien va être affiché et non pas récent. Donc voilà ce qui met fin à ce chapitre sur l'extraction des données. Maintenant,